on est toujours bien accueillis dans cette province. Hier, j'étais très très gentiment accueilli à la radio et donc c'était avec plaisir que je venais aussi aujourd'hui. Alors j'espère que je vais encore pouvoir faire un cours intéressant parce que ça fait 4 ans que je ne donne plus cours. Donc voilà, j'ai 79 ans. Mais donc je fais partie de ce qu'on appelle l'université des aînés maintenant. Donc voilà, je viens vous parler d'un thème qui m'a toujours intéressé, notamment parce que j'avais des responsabilités d'aide psychologique auprès des étudiants. Et donc j'ai vu beaucoup d'étudiants intelligents, même parfois travailleurs, mais qui se géraient mal, qui géraient mal leur temps et qui notamment géraient mal leurs émotions. J'ai eu l'occasion de voir des étudiants qui avaient bien travaillé pendant l'année, mais qui faisaient une attaque de panique au moment de passer à l'examen. Et donc cette question m'a intéressé depuis très longtemps, aussi pour des raisons personnelles. On peut toujours un peu mieux se gérer. En fait, nous apprenons à nous gérer depuis l'enfance, hein, bien sûr. Sinon, vous ne seriez pas ici. Hein, vous seriez maintenant dans un institut psychiatrique ou dans le département des grands alcooliques, ou que sais-je. Donc, nous apprenons tous à nous gérer. Mais nous pouvons le faire plus ou moins bien. Nous avons souvent l'un ou l'autre secteur de notre existence qui laisse à désirer. C'est un très vieux problème, au fond. C'est un problème qui préoccupe des êtres humains depuis l'Antiquité, depuis même plusieurs milliers d'années. En effet, le modèle, en quelque sorte, quand vous pouvez lire, si vous avez les documents, le modèle, eh bien, on le trouve déjà chez Homère dans l'Odyssée, lorsque Ulysse doit rentrer chez lui pour retrouver sa Pénélope. Eh bien, il va devoir affronter les sirènes, qui sont donc des animaux à tête de femme et à corps d'oiseau, comme vous voyez. Et ces sirènes, jusqu'à présent, avaient réussi à séduire tous les marins passant dans leur parage par leur chant. Alors, Ulysse reçoit les conseils avisés d'une magicienne, Circé, qui va lui donner 3 stratégies. Elle lui conseille de boucher les oreilles des marins. C'est ce que les psychologues comportementalistes, puisque je suis de cette espèce, appellent le contrôle du stimulus. Nous y reviendrons. Elle va aussi lui conseiller de se faire attacher aux mains, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, ma petite flèche désigne le prince Ulysse qui s'est fait attacher. C'est une mesure préventive, donc d'avance, il sait comment il risque de réagir, que les pulsions vont être extrêmement fortes. Et donc, à un moment où il est encore en état, disons, rationnel, eh bien, il va se faire ligoter au mât du navire. Et il demande bien aux marins de serrer encore plus fort les liens si jamais, au plus fort de la tentation, il leur demandait de se libérer. Donc, il va mettre en œuvre, si vous voulez, 3 procédures. Il va adopter ce que les psychologues de mon espèce appellent une stratégie comportementale multimodale, donc il va agir uniquement sur des comportements, mais il va utiliser 3 stratégies. C'est contrôler le stimulus, donc s'arranger pour que le stimulus, les chants des sirènes ne puissent plus faire leur effet, l'auto-empêchement d'une action future et une procédure d'alerte. Il s'en est bien tiré, puisqu'il va pouvoir retrouver sa Pénélope après avoir traversé cette aventure et encore bien d'autres. Et on retrouve déjà dans le récit homérique, donc, qui date de 3000 ans à peu près, eh bien, on retrouve déjà les 3 problèmes fondamentaux de la gestion de soi, en tout cas 3 dimensions essentielles qui sont affronter des situations difficiles, stressantes, périlleuses, contrôler des impulsions et des actions, ce qui est un problème qui nous concerne tous à certains moments. Nous sommes tentés de boire trop, de manger trop, etc. Et générer aussi du bonheur, ce qui est une condition évidemment d'une vie heureuse, d'une vie d'ailleurs où il n'y a pas trop de dépendance et d'autres problèmes. C'est un vieux problème donc, que celui du contrôle des impulsions. Vous voyez, avec l'Odyssée, remontons alors un peu plus près de chez nous, mais tout de même au VIe siècle avant Jésus-Christ, Bouddha, lui, va utiliser d'autres stratégies et va utiliser surtout des stratégies mentales sur lesquelles nous allons revenir. Il va discipliner plutôt son esprit. Hein. Nous avons vu que
Ulysse agit sur des stimuli extérieurs et sur l'action, eh bien Bouddha va développer des techniques, notamment de méditation, de façon, et c'est une citation de l'illuminé de Bouddha, il y a longtemps mon esprit passait son temps à vagabonder, où le désir et le plaisir le menaient. Aujourd'hui, il n'erre plus. Il a trouvé l'harmonie du contrôle, tel un éléphant sauvage, maîtrisé par son dresseur. On pourrait multiplier les exemples de cette préoccupation qui vous a amené aujourd'hui ici à m'écouter. Chez Platon, par exemple, qui nous dit que de toutes les victoires, la première et la plus belle est celle qu'on remporte sur soi-même, comme aussi de toutes les défaites, la plus honteuse, la plus funeste est d'être vaincu par soi-même. Michel Montaigne, qui est un stoïcien avec pas mal d'épicurisme, a aussi ses phrases. Je prends 2 passages de ses essais. Il dit, avez-vous su méditer, manier votre vie, vous avez fait la plus grande besogne de toutes. Et un peu plus loin, elle écrit, la vraie liberté, c'est de pouvoir toute chose sur soi. En fait, il reprend là une parole de Sénèque. Donc ça nous concerne tous, y compris si nous sommes des amateurs de plaisir. Tout le monde connaît Épicure, le philosophe du plaisir. Eh bien, Épicure n'est pas du tout un défenseur du plaisir à outrance. Il sait très bien que le plaisir à outrance nous mène à des catastrophes. Et tous ceux d'entre vous qui ont fait un peu de philosophie ou qui ont vu des philosophes antiques savent que Épicure distinguait 3 types de désirs. Les désirs naturels et nécessaires, par exemple boire quand on a soif, boire de l'eau quand on a soif. Les désirs naturels et non nécessaires, donc de boire alors des breuvages particulièrement raffinés. Nous avons soif, c'est un besoin naturel de boire, mais il n'est pas nécessaire de boire précisément ça. Et puis, dit-il, il y a les désirs dangereux, ceux auxquels il faut pouvoir tordre le cou pour être heureux, c'est-à-dire les désirs non naturels, non nécessaires. Et l'exemple que nous donne Épicure, c'est désirer des richesses et des honneurs. Donc Épicure, tout le monde sait ce que ça veut dire d'être épicurien, nous recommande une certaine ascèse des désirs, c'est-à-dire de trouver du plaisir, mais de manière intelligente. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Ulysse aussi. Ulysse, le petit malin, ou le grand malin, il a réussi à avoir du plaisir, parce que lui, contrairement à ces marins qui avaient les oreilles bouchées, eh bien, il a pu entendre le chant des sirènes, et probablement que ça lui a apporté une immense jouissance. Mais il l'a fait de manière rationnelle, intelligente. Il s'est ligoté au mât du navire, il n'a pas pris des risques pour avoir du plaisir. Et bien sûr, il a payé un petit peu une note, en ce sens que ça ne devait pas être agréable d'avoir des cordes qui le serraient très fort. Mais donc, il a réussi à très bien gérer le plaisir, le danger, l'affrontement d'une situation difficile. Alors, nous avons beaucoup de problèmes à cause des désirs non naturels et non nécessaires. Des tas d'exemples, il y en a un sur lequel je reviendrai peut-être très rapidement, que tout le monde connaît, dont on a abondamment parlé pendant des semaines en France et en Belgique, c'est Dominique Strauss-Kahn, par exemple. C'était peut-être un désir naturel, mais la manière dont il l'a satisfait n'était tout de même pas nécessaire. Nous avons donc des problèmes par excès de plaisir. Nous en avons beaucoup aussi, peut vous expliquer le psychologue comportementaliste qui s'occupe de troubles du comportement et qui essaye de les faire disparaître. Nous avons aussi beaucoup de problèmes parce que nous évitons du déplaisir, qui est une source essentielle de troubles psychologiques que d'éviter de la souffrance, du déplaisir, d'émotions pénibles. Alors, c'est un réflexe évident, c'est un réflexe aussi chez l'animal, mais je pourrais évoquer, je n'ai pas le temps, je dois rester avec un œil sur la montre, je pourrais vous évoquer des expériences qui montrent comment les animaux, parce qu'ils ont peur d'éviter, parce qu'ils évitent systématiquement des souffrances, se mettent dans des situations tout à fait dramatiques, compliquées.